La gelée royale est sécrétée par les abeilles à partir du 8e jour de leur vie, et ce, grâce à leurs glandes hypopharyngiennes et mandibulaires. La gelée royale n'est pas une transformation de miel ou de pollen, mais une production annexe. C'est une production animale, contrairement au miel et pollen qui sont végétales. Cependant, les abeilles auront besoin de miel et pollen pour avoir l'énergie nécessaire à la sécrétion de gelée royale. La gelée royale est produite pour nourrir la reine tout au long de son existence. De jeunes abeilles, les nourrices, sont en permanence autour de la reine pour lui apporter cette précieuse substance. La gelée royale est également utilisée pour nourrir les larves qui deviendront des reines. La composition particulière de la gelée royale orientera le développement de la larve pour qu'elle devienne une reine et non pas une ouvrière. Entre la ponte et la naissance de la reine, il s'est écoulé 16 jours. Il y a 3 jours de stade œuf, puis 6 jours au stade larvaire. Par l'observation, les apiculteurs ont vu que la quantité de gelée royale était la plus importante entre le 4e et le 5e jour de l'état larvaire. L'apiculteur va donc provoquer dans la ruche un élevage de reines pour produire de la gelée royale. La production de gelée royale, c'est une cadence, c'est un perpétuel renouvellement de tous les 3 jours ou 3 jours et demi selon le rythme qu'on a choisi d'avoir. Cette organisation de 3 jours et demi, par exemple, quand on choisit celle-ci, elle s'impose à tout le reste de l'activité apicole. Au niveau du calendrier qu'on s'est imposé, nous au niveau de notre exploitation, nous consacrons tout le lundi à la production de gelée royale. Voilà, le lundi matin, on introduit nos reines dans nos pourvoyeuses pour qu'elles pondent pour le greffage de la fin de semaine. Et l'après-midi, on va extraire ces lattes récoltées. Et on recommence cette opération en fin de semaine. Le jeudi après-midi, on va faire la récolte et on fait l'extraction dans la foulée. Et ce n'est que le vendredi matin qu'on va refaire une opération de greffage et réintroduire en fin de matinée dans nos ruches à geler. Là, notre calendrier, il est calé sur 3 jours. Ça nous permet, nous, d'avoir à travailler les mêmes jours de la semaine. C'est un côté pratique. Ça nous permet d'avoir aussi nos week-ends. Voilà, c'est un choix. Pour ce qui est du matériel, c'est pareil. Voilà, nous, on travaille en 12 cadres. C'est du matériel qui nous plaît bien. La 10 cadres se fait bien également, mais aussi en Langstroth. Il y a différentes manières de procéder, et donc c'est en cela qu'il y a une certaine forme de liberté. On s'approprie. Mais je pense qu'à partir du moment où on a choisi quelque chose qui nous convient, il faut persévérer dans cette méthode-là, et c'est là où on va trouver satisfaction. Ouais. Le jour du greffage, l'apiculteur doit disposer de larves de moins de 12 heures. Il pourra les trouver sur des cadres de couvain ouverts dans des colonies de son rucher. Pour ne pas perdre trop de temps à chercher les larves du bon âge, on peut utiliser des ruches pourvoyeuses de larves. Ces colonies spécifiques sont destinées à fournir ces larves du même âge. Elles optimiseront le temps de l'apiculteur mais demanderont une gestion particulière. Pour cela, on impose à la reine de ne pondre que sur un cadre pendant 24 heures. On enferme la reine dans une cage sur un cadre vide. Ce cadre sera utilisé pour le greffage 4 jours après. Les œufs seront éclos et toutes les larves auront moins de 24 heures. On va ouvrir notre ruche pourvoyeuse. Donc, il dispose de 3 compartiments. C'est une ruche 10 cadres, donc il y a un compartiment 5 cadres, un compartiment 1 cadre et un compartiment 4 cadres. Les compartiments sont séparés par une grille à reine, ce qui fait que la reine ne peut pas passer d'un compartiment à l'autre. Nous avons mis un cadre à pondre avec la reine à l'intérieur de ce compartiment, jeudi dernier. Mon premier travail là, ça va être de retrouver la reine que j'ai ôté de ce compartiment vendredi matin et je l'avais réinstallé dans son compartiment 5 cadres. Là voilà.
je prends la reine et je l'isole dans la pince. Je vais replacer les cadres de ce compartiment ici. Mon deuxième travail, ça va être de récupérer le cadre pondu jeudi dernier par la reine. Donc c'est sur ce cadre qu'on va pouvoir opérer le greffage aujourd'hui. À la place du cadre que je viens de retirer, je vais reposer un cadre sur lequel la reine va pondre aujourd'hui. C'est un cadre vide, c'est un cadre sec et donc je vais réintroduire la reine. Ça va me donner de quoi greffer vendredi prochain. Voilà. Donc voilà, la reine est sortie de la pince, elle est rentrée dans son compartiment que je vais pouvoir maintenant fermer. L'opération, c'est d'aller chercher la larve au fond de l'alvéole du cadre, de la déposer dans la cupule délicatement. Le greffage est une étape minutieuse et dont les gestes sont répétitifs. Il est donc nécessaire de bien choisir son matériel et d'aménager un environnement de travail de façon ergonomique. On protège les larves greffées sur les lattes là, par un linge humide. Ça a l'intérêt d'éviter le dessèchement de la gelée et puis l'affaiblissement de la larve, quoi. Une fois les lattes greffées, elles seront disposées dans une ruche spécifique à la production de gelée royale, différente de la pourvoyeuse. Cette ruche est équipée d'une grille à rennes pour créer une partie dite orpheline. C'est dans cette partie que l'on va placer le cadre avec les lattes greffées. Cette ruche nécessite aussi une rotation des cadres que nous verrons par la suite. Et voilà. Et j'aurai introduit le cadre dans la partie orpheline. On est lundi matin, lundi fin de matinée, et donc on va récolter jeudi début d'après-midi. À peine les lattes introduites dans la ruche, nous pouvons voir les abeilles nourrices occuper le cadre et les alvéoles. Elles prennent soin des larves. Dans la partie orpheline, il n'y a pas de renouvellement d'abeilles, car la reine n'y a pas accès. C'est important d'en avoir pour attirer les abeilles nourrices. L'apiculteur le fait donc de manière artificielle, à l'aide de la rotation des cadres. De part et d'autre du cadre d'élevage, j'avais installé la semaine dernière 2 cadres de couvain ouverts. Voilà. Ces 2 cadres de couvain ouverts la semaine dernière sont aujourd'hui operculés, fermés. Et donc, pour faire venir de l'abeille nourrice à cet endroit-là, il va me falloir remplacer ces 2 cadres par 2 cadres de couvain ouverts que je vais trouver dans la partie reine. Ces 2 cadres qui sont maintenant operculés, je vais les basculer ici, sur ces 2 places-là. Ces 2 cadres-là, en fait, vont se libérer de leurs abeilles, les abeilles vont naître, et je vais les réintroduire côté reine pour qu'elle y effectue sa ponte. Donc il y a encore du couvain operculé, tout n'est pas né, mais dans la semaine qui vient, en fait, d'ailleurs ici on le voit sur ce cadre-là, il y a encore un peu de couvain, mais ici il y a de la place. Alors ça a été un peu remplacé par du pollen et du miel, parce que c'est la mielée, mais ici en fait la reine va trouver de la place pour pondre. Ce cadre-ci est décalé en rive de ruche, tout comme celui-ci. Je vais maintenant m'occuper de la partie reine pour y trouver 2 cadres de couvain ouverts.
Donc le premier travail, effectivement, c'est de chercher la reine. Dans ma méthode de travail, je mets toujours les deux cadres que je prends côté orphelin, je les remets toujours en place 3 et 4 ici. Comme ça, j'ai pas beaucoup à me poser de questions, je sais qu'à cet endroit-là, en fait, il va y avoir du couvain ouvert. Hop. Donc je l'ai mise dans ma pince et maintenant je peux travailler très tranquillement. Je n'ai pas d'appréhension aucune à avoir. Je peux prendre le temps de choisir le cadre qui va passer de l'autre côté. Et celui-là me plaît plutôt bien, même s'il y a encore un peu de couvain perculé, mais il y a du couvain ouvert. C'est surtout ça qui m'intéresse. Ainsi que celui-là, qui lui est très beau. Donc hop, il va venir ici. L'autre cadre, je le remets à sa place. Je reprends les deux cadres sur lesquels la reine doit venir pondre cette semaine. Je les installe au centre. Voilà. Je mets une cire gaufrée en attendant de venir et placer le cadre d'élevage demain. Je n'oublie pas de libérer ma reine. Alors, hop. Il faut faire attention quand on secoue les lattes, de ne pas être trop brutal. Là, on a une belle acceptation. Celles qui tournent plutôt bien, on a tendance à rajouter des lattes. Celles qui tournent moyennement, on les maintient à 2 lattes. Quand une colonie reçoit 3 lattes tout au long de la saison, c'est très bien aussi. Il ne faut surtout pas négliger les colonies qui donneront quand même leurs 600-700 grammes sur toute l'année, quoi, hein. Pour éviter toute contamination, la table de travail ainsi que tout le matériel doivent être désinfectés. L'apiculteur aura au préalable revêtu une blouse propre et se sera lavé les mains. Il est préférable de châtrer les cellules pour accéder plus facilement aux larves et à la gelée royale. L'opération de délarvage peut se faire par picking ou par aspiration dans un pot différent de celui de la gelée royale. Le choix de l'aspiration, c'est plus un choix de gain de temps par rapport au picking. Le délarvage, c'est une opération assez simple, c'est juste du bon sens et de la délicatesse pour ne pas faire éclater la larve et répandre de l'hémolymphe dans la gelée royale. Pour l'extraction, donc, je vais prendre le pot qu'on a utilisé pour l'extraction précédente. En fait, je le remplis au maximum pour éviter qu'il reste trop d'air à la surface de la gelée, pour éviter une oxydation importante. Donc, je fais une pesée avant le démarrage de l'extraction. Avant d'aspirer, je vais peser les lattes avec la gelée et je vais les repeser après extraction pour connaître les performances de chacune des ruches. En fait, ça nous permettra d'adapter ensuite le nombre de lattes pour le prochain greffage. J'arrive à la fin de l'extraction, donc je vide bien le tuyau. Et ensuite,
je vais arriver au niveau du filtre en fait. Donc je vais bloquer le filtre. Donc en fait le filtre a arrêté toutes les particules de cire qu'on a trouvées pendant l'aspiration. Et donc je vais finir de faire passer la gelée en stoppant la cire en fait sur la grille. Donc je vais peser le pot rempli. Il est important de rendre le pot hermétique à l'air et d'avoir une bonne traçabilité. Une date de récolte sera indiquée sur chaque pot. La gelée royale sera ensuite entreposée au réfrigérateur entre 2 et 5 degrés pour une conservation optimale. Chaque étiquette comporte un numéro unique, ce qui permet une traçabilité pointue du producteur au consommateur. Une fois le travail terminé, le matériel d'extraction sera nettoyé. Les cupules seront rapidement grattées et seront ensuite lavées à l'eau claire. Elles sécheront jusqu'à leur prochaine utilisation. C'est donner à son exploitation une autre source économique. Voilà, on rentre dans un autre espace de la filière. En France, il est consommé 170-175 tonnes de gelée royale. On n'en produit que 3. Avec l'expérience du GPGR, on voit qu'on est soutenu, on a un groupement, on a une marque qui commence aussi à faire effet sur le marché. C'est aussi motivant d'avoir ces outils-là dès le départ pour tenter l'expérience. La première raison, c'est déjà d'aller assez vite dans l'acquisition d'une technique de travail qui n'est pas si simple que ça. Ça nous permet d'échanger, on confronte nos manières de faire, chacun a toujours son petit truc qui peut aider d'autres à améliorer son travail. C'est aussi de pouvoir suivre des formations, c'est un atout qu'on se donne de participer à la vie du groupement. Le GPGR a fait évoluer ses techniques de production grâce à ses adhérents. Il propose des formations et des rencontres entre apiculteurs. Il a travaillé notamment avec la recherche pour élaborer une charte qui aide l'apiculteur-producteur à proposer une gelée royale de qualité. Cette gelée royale est identifiée par un logo reconnaissable qui atteste de son origine.